Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de notre podcast consacré à l'innovation, au leadership et au parcours qui inspire. Pour cette première édition, nous avons l'honneur d'accueillir une figure majeure dans l'enseignement supérieur et l'innovation en Tunisie. Professeur, entrepreneur, expert en transition digitale et acteur clé dans l'entrepreneuriat technologique. C'est M. Zouber Tourki. Avec un immense plaisir, nous ouvrons ce podcast en sa compagnie. Après avoir brièvement introduit votre parcours, nous aimons vous laisser la parole. Qui êtes-vous et comment aimez-vous définir votre mission aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette opportunité. Bravo pour ce que vous faites. Je pense que ce sont des initiatives qui sont très enrichissantes, très constructives pour les jeunes. Moi, je suis Zouber Tourki. Je suis professeur à l'université de Sousse. J'ai fait mes études en France, toutes mes études en France depuis le bac. J'ai eu donc les formations d'ingénieur à Metz. Ensuite, j'ai évolué au Brésil en tant que post-doctoral. Ensuite, je suis retourné en Tunisie, donc enseigner à l'université. Voilà, donc l'enseignement pour moi c'est une expérience extrêmement enrichissante, c'est très valorisant, c'est très motivant, c'est une fonction que j'adore, que j'aime beaucoup. C'est une fonction qui permet de transmettre le savoir aux jeunes, qui permet de donner et de transférer des informations, un savoir, des notions, et puis et d'être proche des jeunes pour aussi donner l'exemple. Enseigner, c'est aussi donner l'exemple. Ce n'est pas uniquement transformer ou transférer des informations ou des notions, c'est aussi montrer l'exemple, c'est aussi être dans une phase continue de formation, d'encadrement, de coaching, voilà, et d'accompagnement. Merci beaucoup pour cette présentation. Votre parcours est tellement riche et multidimensionnel. Passons maintenant à notre premier thème du podcast, leadership. Comment définiriez-vous un leader selon votre propre expérience? Oui, c'est une très bonne question, un leader. Un leader, en fait, oui. D'abord, on ne peut pas devenir un leader comme ça, rapidement, d'un clin d'œil. Je pense qu'il y a des étapes par lesquelles on doit passer. On doit passer d'abord par les fonctions de base, donc dans l'opérationnel. Ensuite, on peut passer au management. On peut gérer des équipes. On peut suivre des plans. On peut suivre des stratégies de réalisation dans l'opérationnel. Après, on peut passer à ce qu'on appelle un leadership. Un leadership, comment peut-on le définir? En fait, c'est un manager c'est un manager qui ne s'arrête pas uniquement à encadrer, à exécuter, mais qui arrive aussi un petit peu à mobiliser les gens autour de lui. Donc un leader, c'est d'abord un mobilisateur plus réalisateur. Donc il ne faut pas s'arrêter à l'idée, il ne faut pas s'arrêter au projet, il faut aller à l'exécution et au résultat. Donc un leader, c'est un manager très futé, très calé, qui permet d'amener les gens avec lui, qui permet de mobiliser les gens et bien sûr, il faut qu'il montre l'exemple, il faut qu'il montre les objectifs, il faut qu'il arrive à faire adhérer les gens qui sont autour de lui pour réussir sa mission. Merci beaucoup pour cette réponse très enrichissante. Notre deuxième question,
Quel a été le moment dans votre vie où vous vous êtes dit « je suis un leader et je ne peux être qu'un leader » Ben, oui, il y a des moments où effectivement, quand on voit qu'on arrive à construire une équipe, qu'on arrive à mobiliser l'équipe autour de soi, qu'on arrive à produire et à exécuter et à réaliser des choses, en fait, là, on peut dire effectivement qu'on est en train de franchir une étape assez importante, qui est l'étape de l'innovation, on va dire. Je préfère utiliser le terme innovation parce que aussi un leader, c'est aussi celui qui à chaque fois, il a une nouvelle idée. Et c'est cette idée-là qui se construit, et c'est cette idée-là qu'il faut la partager avec l'équipe, et c'est cette idée-là qu'il faut la maintenir et la faire et la réaliser aussi, parce que l'idée, on peut toujours avoir des idées, mais on peut dire que si on transforme l'idée en réalisation, on peut dire qu'on arrive on a franchi un petit peu le seuil entre le manager et le leader, et je pense qu'à ce moment-là, il y a différents moments, il y a plusieurs moments. Il y a quand j'étais par exemple à l'École nationale d'ingénieurs de Sousse, quand j'étais directeur, on partait souvent d'idées, et des idées, des fois, elles paraissaient aussi un petit peu ambiguës, un petit peu irréalisables, mais à force. Et en fait, lorsqu'on arrive à les partager, à les expliquer, à les communiquer de façon simple, basée sur une confiance, lorsqu'on vous fait confiance, au moment où vous sentez qu'il y a une confiance, il y a un échange de confiance avec l'entourage, là on passe à une étape de réalisation. Et cette étape-là, c'est une étape, on peut dire, d'épanouissement et de contemplation par rapport à ce qu'on a projeté de faire. Le fait de concrétiser, c'est un épanouissement qui est réellement senti au sein non seulement par soi-même, mais aussi au sein de toute l'équipe. C'est ça qui est bien, et c'est ça qui fait un petit peu, qui donne aussi le courage d'aller au-delà. À chaque fois, on veut faire plus, on veut faire mieux. Et encore une fois, on ne s'arrête pas à la réalisation, on ne s'arrête pas à dire voilà, ça c'est fait, ça y est, c'est bon, je suis content. Non, à chaque fois, il faut faire plus, il faut faire mieux, il faut essayer de chercher ce qu'on peut mieux faire tous les jours. Moi, je me rappelle quand j'étais à la direction, toutes les nuits, je réfléchissais et je pensais à ce que j'allais demander de faire le lendemain. Et ça, c'était une ferveur, c'était un sentiment qui peut vraiment être perçu de l'extérieur comme, effectivement, comme un comportement d'un leader. Voilà. Vos réponses me poussent à poser une autre question. Vous avez accompagné beaucoup d'étudiants et d'entrepreneurs. Comment transmettez-vous votre vision de leadership ? Oui, voilà. Encore une fois, on ne peut pas dire ce qu'il faut faire ou comment il faut faire ou comment il se comporter. C'est extrêmement important d'avoir un comportement inspirant. En fait, c'est de soi. C'est lorsqu'on vous voit faire, lorsqu'on vous voit réaliser des choses, lorsqu'on vous voit plein d'enthousiasme et que vous avez vraiment envie de faire des choses et que vous accompagnez les jeunes et que vous cherchez à poser des questions et surtout vous les impliquez. Lorsqu'on implique ces jeunes-là, lorsqu'on les rend responsables, cette attitude permet de transmettre une confiance.
Et c'est au bout de cette confiance-là qu'on, par la suite, on apprend des choses. Et on apprend sans le vouloir, sans faire exprès en fait. Je ne peux pas venir à un étudiant, je lui dis, ah, il faut que tu fasses ci, il faut faire ça, il ne faut pas se comporter de telle manière, non, il faut se comporter. Non. Je pense que ça peut marcher, mais avec la majorité des jeunes, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les jeunes, ils veulent vous voir agir, ils veulent vous imiter, ils veulent faire comme vous, ils veulent se projeter par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ça qui me pousse un petit peu à me comporter comme je me suis comporté, parce que je sais que les gens et les jeunes m'observent. Cette observation, pour moi, j'ai gagné, parce que quand je montre l'exemple, je peux vous donner un petit exemple. Quand j'arrive en classe, je ne dis jamais aux étudiants pourquoi vous êtes arrivés en retard. Bon, je fais peut-être des fois des remarques, mais surtout ce que je fais, moi j'essaie d'être à l'heure et moi je respecte le temps, je respecte les horaires et je fais en sorte à ce que je dois donner l'exemple. Et à ce moment-là, l'étudiant, lorsqu'il va vous voir se comporter comme ça, il va voir un petit peu, il va essayer de faire pareil, surtout si vous êtes un modèle pour lui, évidemment. J'invite nos auditeurs et surtout les jeunes de tirer profit de ces précieux conseils que vous êtes en train de dire. Maintenant, je veux passer à notre deuxième thème du podcast, votre manière unique de construire votre futur. Vous dites souvent que vous ne laissez jamais le hasard dicter votre futur. Alors, quelle est votre philosophie personnelle concernant la construction de votre futur? Ma philosophie, c'est le travail. Ma philosophie, c'est le travail. C'est le travail et surtout la sincérité par rapport à mon entourage. J'essaie d'être moi-même avec mon entourage. Je ne parais pas, je suis ce que je suis. Je suis réellement ce que je suis. Je ne parais pas, je suis. Et ce comportement, en fait, cette façon d'agir, en fait, cette façon d'agir me permet de dire oui, effectivement, il faut des fois, il faut savoir se surpasser également. Lorsqu'on pense à des idées, qu'on a des idées et qu'on a aussi des rêves, si ces rêves-là ne sont pas concrétisés par la suite, si on ne passe pas à l'acte par la suite, ils vont rester des idées comme ça dans l'absolu, ils n'ont pas beaucoup d'impact. Donc moi, ce que je fais, je réfléchis beaucoup, mais surtout je travaille beaucoup. Après, on peut toujours poser la question par rapport à l'efficacité de mon travail, il y a des conditions, il y a des jours où je fais des choses absolument fantastiques, mais il y a des jours aussi, je me pose des questions au bout d'une journée, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Mais ceci dit, je me lève de bon matin et je fais ce que je dois faire de la manière la plus honnête possible, la plus franche possible, la plus adéquate possible. Donc voilà. Donc c'est un petit peu ma démarche ou ma façon de faire, c'est le travail. Parce que je pense que on doit travailler. On doit travailler. Bien entendu, chacun a ses limites, chacun a sa façon de percevoir les choses. Il y en a qui disent oui, mon temps aussi, c'est aussi faire autre chose que travailler, c'est aussi se reposer, c'est aussi jouer, c'est aussi plaire, etc. Faire du sport, etc. Oui, tout à fait. Mais principalement, il faut travailler dans le sérieux et dans le respect des gens. Je me permets de vous demander comment planifiez-vous votre vie? Avez-vous une méthode, un système ou des habitudes que vous suivez?
Ben, j'ai pas beaucoup d'habitudes. En fait, la seule habitude que j'ai, c'est le sport. Je cours les dimanches. Bon, ça c'est depuis mon jeune âge, je cours. Donc ça, c'est resté en moi. Je ne peux pas ne pas courir. C'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. C'est pas du quotidien, c'est une fois ou des fois je saute une semaine, mais généralement une fois par semaine, je cours. Donc ça me fait, ça me donne de l'énergie, ça me donne donc du potentiel pour avancer. Mais mon quotidien, je n'aime pas trop, j'aime pas trop les programmes en fait. Généralement, je travaille par mission. Je me donne des objectifs. Je me dis, ben, voici globalement cette semaine ce que j'ai à faire, ce que j'ai à réaliser. Bien sûr, je mets des objectifs. Après, après comment arriver, comment atteindre ces objectifs, généralement je fais de mon mieux. Mais je ne suis pas très organisé dans mon travail. Réellement, je ne suis pas très organisé. Je peux commencer quelque chose et ne pas la finir. Et j'entame sur autre chose, mais je reviens dessus avec toujours des mesures. Je fais toujours des mesures. La nuit, quand je mets ma tête sur l'oreiller, je mesure. J'ai toujours une métrique. J'ai toujours un moyen de mesurer ce que j'ai fait dans la journée ou ce que j'ai fait dans la semaine. Et c'est ça qui me permet de recaler le programme de la semaine d'après ou du lendemain. Et donc ce recalage des programmes, en fait, se fait par rapport à des mesures qui sont faites. Et je pense que c'est très important, c'est très très important de pouvoir toujours avoir l'œil sur la qualité du résultat. Est-ce que le résultat colle avec les objectifs ou ça ne colle pas? Lorsqu'on se donne des objectifs, d'abord il faut se donner des objectifs qui sont réalistes. Il ne faut pas donner des objectifs qui sont très farfelus, qui sont fantaisistes. Il faut donner des objectifs qui sont réalistes. Et ces objectifs-là, en fait, il faut savoir donner, en fait, mettre des mesures pour savoir le résultat qu'on a fait, est-ce qu'il colle avec ce qui est prévu ou pas. Et ça permet ensuite, on corrige. Donc, en termes d'organisation du travail du quotidien, à l'intérieur de mon travail, je ne suis pas très assidu, on va dire. Bien sûr, si j'ai des choses à faire qui sont organisées, comme l'enseignement, des choses, ou des réunions, etc. Bon. Mais dans mon quotidien, je ne suis pas très organisé de sorte à ce que, en fait, je peux sauter d'une action à une autre. Par contre, je mesure mes actions. C'est ça qui est important, c'est de pouvoir mesurer les actions, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux objectifs définis. C'est tellement vrai. Pouvez-vous donner un exemple d'un objectif que vous avez planifié sur plusieurs années et que vous avez accompli? Sur plusieurs années, on va dire peut-être... Monsieur, oui. D'accord. Pouvez-vous donner un exemple d'un objectif que vous avez planifié sur plusieurs années et que vous avez accompli? Alors, sur plusieurs années, on peut par exemple dire, je peux donner un exemple qui est peut-être qui fait partie de ma carrière professionnelle. Ça peut être par exemple le doctorat, ça peut être l'habilitation, ça peut être le passage à un poste, à un grade de professeur. Je pense que le passage à un grade de professeur, ça peut être aussi un objectif qui demande des années de travail. Voilà, donc, alors, généralement, il y a un process pour ça. On ne fait pas l'exception, on suit le process. On fait de la recherche, on essaie de trouver des résultats, on encadre des étudiants, on encadre des projets, on encadre des thèses, on publie des articles et puis après on fait un rapport et on soumet le rapport
Voilà, donc ça peut être un exemple d'objectif qui est concrétisé parmi plusieurs d'autres. Après, il y a aussi la création d'une université. J'ai créé une université intelligence artificielle à Sousse, qui s'appelle Pristini. Donc ça, c'était un gros projet que j'avais travaillé sur les années, sur 2 ans. Et là, vraiment, ça c'est un challenge qui était très motivant et c'était stimulant. J'étais très stimulé pour pouvoir réussir cette mission. Et donc j'avais créé une équipe avec moi et on était parti de feuilles blanches sur une table. Et à partir d'une feuille blanche, on a réussi à fonder une université qui fonctionne aujourd'hui. Il y a des étudiants en licence, en master, et ça avance. Une université qui est reconnue à l'échelle aussi internationale aujourd'hui. Donc ça, c'était un objectif. Mais encore une fois, c'était aussi un travail d'équipe, il ne faut pas oublier. On ne peut pas travailler seul, on ne peut jamais travailler seul. Il faut vraiment être toujours une équipe. Et quand vous dites un objectif dans la vie, généralement, les objectifs, on les définit à plusieurs. Le tout, c'est de savoir coopérer avec l'équipe, c'est de savoir encore travailler, c'est de savoir gérer l'équipe, planifier les actions. Cette planification aussi, c'est la stratégie qu'il fallait mettre en place. Mais bien avant, il fallait bien sûr définir sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, qu'est-ce qu'on veut obtenir. Voilà. Et donc à partir de là, on a créé l'université et je suis très content de ce projet-là. Ça fonctionne très bien aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille, mais je préfère pas en parler encore parce que c'est pas encore terminé. C'est en cours. Mais voilà, comme exemple de projet, je pense que l'université Pristini, que j'avais fondée avec un groupe de personnes, c'est un exemple qui illustre bien cette démarche de management et cette démarche de leadership autour d'une équipe. Ce que vous venez de partager est très motivant. On passe à la prochaine question qui est même avec une planification solide, les imprévus arrivent. Comment faites-vous pour rester aligné sur votre vision malgré les obstacles? Ça, il faut beaucoup d'expérience, il faut savoir se maîtriser, il faut savoir surpasser aussi les obstacles. Là aussi, c'est le rôle du leadership. Parce que lorsqu'on est dans le management, on est plutôt le nez sur le guidon et on est dans l'exécution. En fait, c'est ça le management, c'est de faire ce qui est prévu de faire, ce qui est prévu. Mais un leadership, en fait, lui, il demande d'aller au-delà. C'est allant au-delà. Au-delà, c'est-à-dire résoudre les problèmes, dépasser les obstacles, contourner les obstacles, peut-être changer s'il faut de stratégie, peut-être changer s'il faut, faire des pas en arrière s'il le faut. Il ne faut pas hésiter si jamais on voit que le chemin qu'on a pris n'est pas forcément le meilleur. Il n'y a pas de mal à ce qu'on se remet en question et peut-être pour mieux rebondir, reculer quelques pas derrière. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être aussi, qui peut s'enseigner, mais qui peut aussi s'apprendre sur le tas. Parce que moi, j'ai jamais suivi des cours de leadership ou de management. C'est un petit peu, j'ai beaucoup travaillé avec on va dire le bon sens, et puis avec l'esprit en fait pratique, l'esprit d'ingénieur qui cherche à atteindre, qui cherche à concrétiser ses actions, à les transformer en quelque chose de visuel, de réaliste, d'observable et du concret en fait. Ma particularité, si je dois parler de moi, ma particularité,
c'est vraiment de concrétiser. Je veux toujours chercher à concrétiser ce que je suis en train d'entreprendre. Et dépasser les problèmes, il faut garder son calme surtout. Il faut bien étudier les différentes situations et puis voir les différents plans, sachant que tous ces plans-là devraient être prévus. On devrait les mettre dans ce qu'on appelle le chemin critique, dans la conception du programme ou du projet. Quand on démarre un projet, il faut mettre une stratégie, il faut mettre des jalons, mais surtout définir un chemin critique, c'est-à-dire prévoir les obstacles et prévoir les contraintes autour de ce projet-là. Si on arrive à prévoir ça, et bien lorsqu'on tombe dessus, on est déjà averti. Et du coup, on trouve rapidement la solution et on peut aboutir à des résultats, même si ce n'est pas les résultats qui étaient attendus, mais on arrive à des résultats quand même. Merci pour cette explication très claire. Beaucoup de jeunes avancent le jour au jour et ont peur de se projeter. Quels conseils clairs leur donneriez-vous pour commencer à construire leur futur intentionnellement? Il faut être dans l'apprentissage, moi je dis. Il faut vraiment être dans l'apprentissage. Il faut être toujours dans l'apprentissage. Pour les jeunes, tant qu'on est jeune, on ne peut pas brûler les étapes. Il faut admettre qu'on est toujours en mode apprentissage. Ce mode-là, cette phase d'apprentissage permet de se construire, permet de créer des bases solides. Apprendre, c'est vraiment s'enrichir et se former et se forger par rapport à ce qui attend dans la réalisation du projet. Plus on apprend, moins on a de problèmes par la suite, moins on est vulnérable, on va dire, à des situations compliquées par la suite. Pourquoi? Parce que plus on apprend, mieux on est averti. Et mieux on a et on a plus de vision, on a plus de possibilités de discerner et de prévoir les différentes situations qui peuvent arriver. Donc, il faut absolument passer son temps à apprendre. L'apprentissage, c'est une phase qui est incontournable pour les jeunes. Ensuite, bien entendu, une fois on est assez, on va dire assez riche, assez rempli, à ce moment-là, on peut passer à des rêves. Il faut rêver. Il ne faut pas hésiter de rêver. Il faut rêver, et surtout pas des rêves qui sont dans la fantaisie, dans l'indétermination. Ce sont des rêves qui doivent être dans la détermination, qui doivent être cadrés, mais qui doivent être suivis par la suite par des concrétisations et par des objectifs derrière. Si on s'arrête à un rêve, c'est de l'illusion. C'est des choses qui vont passer, qui vont s'effectuer, qui n'auront plus finalement, qui n'ont pas beaucoup de sens derrière. Mais si ce rêve-là, on lui donne une forme, on lui donne un corps, on lui donne un sens, c'est ce sens-là sur lequel il faut par la suite travailler et sur lequel il faut aller faire plus. Et donc, si j'ai un conseil à faire, c'est d'apprendre. Quand je dis apprendre, c'est apprendre tout. C'est apprendre la science, apprendre les techniques, apprendre les technologies, apprendre les nouvelles notions, apprendre la discipline, apprendre l'éthique, le respect. Tout ça, c'est dans l'apprentissage. Tant qu'on est dans la phase d'apprentissage, on n'est pas bridé, il n'y a pas de limitation dans l'apprentissage. Il faut s'intéresser à tout dans l'apprentissage. Il faut tout voir dans toutes les directions. Il ne faut pas négliger une piste dans l'apprentissage. Il ne faut jamais négliger quelque chose, même de la philosophie, les maths, la physique, l'astronomie, la géologie, tout ce qu'on peut apprendre,
on l'apprend et bien sûr, on a toujours des tendances personnelles, chacun a des, on va dire, des affinités, des attractivités à des sciences bien précises. Il y en a qui sont plutôt vers l'histoire, il y en a qui aiment plus la philosophie, il y en a qui aiment plus les maths, il y en a qui aiment plus la lecture, etc. Mais il ne faut pas se limiter dans l'apprentissage, il faut apprendre. Et cet apprentissage-là, ça va de soi, par la suite, ça va induire, forcément, ça va induire du rêve, ça va induire de l'imagination, et ça va induire une volonté d'aller au-delà et de dire oui, ok, maintenant c'est bien, j'ai bien appris, ça va, je suis cultivé, je connais un peu tous les domaines. Alors, j'en fais quoi aujourd'hui? J'en fais quoi? Et c'est là qu'il faut commencer un petit peu à aller dans la réalisation de l'imagination, dans la transformation de l'apprentissage en réalisation concrète. Je reviens toujours à la réalisation concrète. Merci pour ce que vous avez partagé avec nous. C'est vraiment enrichissant. On va passer maintenant à la dernière partie de notre podcast qui se construit par des questions rapides. Vous répondez en un mot ou en une phrase. Si jamais une question ne vous convient pas ou vous préférez ne pas y répondre, dites tout simplement « je passe ». Quand vous pensez à la junior entreprise Eniso aujourd'hui, quel mot vous vient à l'esprit? L'innovation. D'accord. Vous êtes le fondateur de la junior entreprise Eniso, mais vous n'êtes plus actif dans ces activités. En un mot, quel sentiment cela vous fait-il? Un sentiment de regret, un sentiment de regret, et puis justement on va dire que il y a aussi passer le flambeau aussi, il y a aussi des enseignants, des jeunes qui peuvent aussi prendre un petit peu cette relève-là, qui peuvent faire ce que moi je faisais. Je pense que c'est une continuité. Chacun dans sa position, avec le travail, avec les charges, avec les responsabilités, les priorités changent. Et donc des priorités qui font que malheureusement, on ne peut pas s'occuper de tout et de la même manière dans le temps. Il y a l'effet temps, il y a l'effet priorité, il y a l'effet fonction, il y a l'effet responsabilité, il y a l'effet charge, en gros. Et donc, ça, malheureusement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne peux plus m'occuper de cette action, bien qu'elle est absolument fantastique, elle est noble, elle est magnifique. Mais je préfère passer le flambeau à d'autres personnes qui feront certainement mieux que moi aujourd'hui. En tout cas, on souhaite vous voir prochainement avec nous dans le futur. Avec plaisir. D'accord. Votre expérience en France, comment vous pouvez décrire ce que cela vous a appris? La France? Oui. La France, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la Tunisie. En fait, on est dans le même contexte, à part le temps, en fait, le temps qui n'est pas forcément le même. Peut-être en France, il fait un peu plus froid qu'ici. Ici, il fait un peu plus chaud. Mais la situation en France, c'est à peu près la même qu'en Tunisie. C'est pas un pays où vraiment il y a... Par exemple, je peux vous parler de mon expérience au Canada, au Brésil, en Corée du Sud. Il y a des pays qui ont une autre attitude, un autre, peut-être pas comportement, mais une autre façon de vivre que la Tunisie. Mais réellement, la France s'éloigne pas beaucoup d'ici. On a généralement le même contexte, presque la même approche pour les choses. Bon, voilà.
je n'ai pas beaucoup, il n'y a pas quelque chose qui ressort, hein, qui fait que il y a une différence par rapport à ici. Alors, dans quel pays vous avez senti un grand changement par rapport à la Tunisie? La Corée du Sud, c'est un pays où vraiment on voit un changement. C'est un pays d'innovation. C'est un pays qui me fascine. Qui me fascine parce que les problèmes sont transformés en solutions. Ici, en Tunisie, il y a un problème, il reste un problème. Il dure un problème dans le temps. On ne voit pas d'approche, on ne voit pas d'amélioration, on ne voit pas de solution, on ne voit pas de transformation. Et là, on compte sur vous, justement, les jeunes, pour transformer les problèmes en solutions. C'est ça ce que je cherche chez les jeunes, ce que je voudrais inculquer, justement, chez les jeunes, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il faut il faut s'arrêter, il faut se poser la question, dire « Ah, mais comment je peux contourner ça? Comment je peux trouver une solution? Comment je peux améliorer la situation ?» peu importe la situation, dans tous les cas. Moi, je sais qu'aujourd'hui, dans mes activités quotidiennes, je n'arrête pas de réfléchir. Je n'arrête pas de réfléchir. À chaque fois que je vois une situation, j'essaie toujours de trouver une solution et j'essaie de la transformer en solution. Il ne faut pas hésiter de chercher des solutions à des problèmes. Et ce qui m'a fasciné en Corée, c'est aussi le fait que des problèmes que j'ai vécus, que j'ai vus et que je vois en Tunisie, je les trouve solutionnés et résolus en Corée. Ça veut dire que les gens, ils s'investissent dans l'amélioration de la qualité de vie, dans l'amélioration de l'approche de leur vie, parce que ils s'arrêtent pas là. Ils sont pas satisfaits d'une situation donnée. Ils se disent, tiens, mais on peut faire mieux. Mais si on peut faire mieux, pourquoi ne pas faire mieux? Donc ça permet d'améliorer la qualité de vie, ça permet d'améliorer la situation des gens, etc. Que ce soit pour la vie quotidienne, que ce soit pour... Peu importe l'approche, il y a toujours des solutions et il y a toujours la notion d'innovation. Et c'est cette innovation-là qui me fascine. Parce que l'innovation, c'est aussi non seulement une idée, mais qui est une idée qui est réalisée. C'est-à-dire qu'on voit l'amélioration de la qualité sur la personne ou sur l'environnement. On espère voir la Tunisie dans un état mieux que l'état présent. Nous espérons, bien sûr, nous espérons tous, nous espérons. Revenir comme professeur après avoir été directeur, comment décrire cette transition? Le métier de professeur, c'est un métier noble, c'est un métier que moi j'adore, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Au contraire, je me sens vraiment épanoui lorsque je suis en cours, lorsque je suis en classe, lorsque j'enseigne. Ça fait partie, ça fait partie un petit peu de ma joie de vivre, l'enseignement. D'ailleurs, je peux vous donner une petite anecdote. Des moments où j'ai par exemple 3 séances de suite d'affilée. D'habitude, je leur dis il ne faut pas me mettre 3 séances d'affilée, ça me fait un peu trop. Je risque de ne pas être à la hauteur à la 3e séance. Mais en fait, je me rends compte qu'à chaque fois qu'il y a une séance qui est passée, je me retrouve de l'énergie et je me retrouve plus restauré, en fait, restauré carrément. Et donc à chaque fois, plus je me fatigue et plus je me sens un petit peu plus en action et envie d'enseigner, envie de donner, envie de transmettre les connaissances avec les meilleurs, avec le mieux que je peux. Un mot pour décrire ce que vous souhaitez voir chez la nouvelle génération d'étudiants.
La nouvelle génération, c'est une génération technologique qui est entourée par la technologie. Ce que je voudrais, c'est utiliser cette technologie pour améliorer le quotidien, pour innover, pour produire, pour, pour, pour créer, des nouvelles choses et pourquoi pas devenir un leader dans un des secteurs, dans un des secteurs du pays. Si vous pouviez changer une seule chose à l'INISO, ce serait quoi? Une seule? Oh, comme vous voulez. Moi, ce que je voudrais à l'INISO, c'est mobiliser les jeunes autour d'un projet fédérateur. Je voudrais que, bien sûr, ça peut pas se faire au niveau des étudiants, mais ça doit se faire au niveau de la gouvernance. Au niveau de la gouvernance, je voudrais instaurer la notion de projet d'envergure. Un projet d'envergure et un projet fédérateur. On peut travailler sur un grand projet et que toutes les disciplines travaillent autour de ce projet-là pour sortir sur le marché une réalisation. Je ne sais pas si vous connaissez l'historique de l'INISO. En 2014, on a fabriqué un ULM, on a fabriqué un avion à l'INISO. Donc un ULM qui a la taille de cette salle-là, un plus grand, a été fait dans l'atelier de l'INISO. Et ce projet-là était un fédérateur, il y avait des étudiants de toutes les disciplines qui travaillaient autour de ça. Et on l'avait exposé au forum de convergence. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, vous avez entendu parler à l'INISO, on a fabriqué une fusée, une grande fusée, qui a décollé. Elle devrait faire 1,5 km, elle n'a fait que 500 mètres, malheureusement. Et on n'a pas après réussi à continuer sur ce projet, malheureusement. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des étudiants qui ont fabriqué des robots, des drones. L'INISO, ce que je souhaiterais, en fait, malheureusement, après, quand je suis passé au ministère, et après, les choses ont un petit peu se sont calmées énormément. Mais là, c'est pas de l'enthousiasme qui manque. Peut-être c'est une énergie collaboratrice, c'est un leadership peut-être, un leadership qui pourrait aider à aller dans ce sens-là. Donc, parce que les ressources, les jeunes, les compétences et la dynamique existent à l'INISO. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui reste pour créer un projet qui peut être vendu sur le marché et que l'on peut dire ce projet-là, il est réalisé à l'INISO. C'est l'INISO qui a fait ça, les étudiants de l'INISO qui ont fait ça. C'est ça mon rêve, c'est ça ce que je voudrais que ça change, c'est ça ce que je voudrais qu'on puisse instaurer. Donc là, j'ai toujours demandé à ce que au moins les projets de fin d'études puissent être des projets réalisables, vendables, transformables en produits, d'accord, et faire de l'INISO un incubateur. D'ailleurs, il y a un incubateur, mais faire de l'INISO un incubateur, c'est-à-dire que tous les étudiants, sans exception, puissent collaborer ensemble pour faire une grande réalisation qui peut être reconnue à l'échelle internationale. C'est ça ce que je cherche, c'est ça ce que je voudrais que ça change au niveau de l'INISO. Alors vous voyez un avenir brillant pour l'INISO et les étudiants de l'INISO? Avec la directrice que nous avons aujourd'hui, nous avons toutes les chances et avec bien sûr la directrice et surtout l'intelligence des jeunes de l'INISO, nous avons toutes les chances pour que ça devienne, pour qu'elle reprenne un petit peu ses couleurs. On est arrivé presque à la fin de notre podcast.
Merci pour ce que vous avez partagé. Un grand merci à Monsieur Zuber Turki pour sa disponibilité, sa générosité et les conseils qu'il a partagés avec nous. Son parcours et sa vision nous rappellent qu'avec détermination, tout est possible. Avant de nous quitter, je vous laisse la parole pour partager un conseil avec nos auditeurs. Voilà, donc si j'ai un conseil en fait à proposer, parce que bon, les conseils, c'est vrai qu'on peut toujours donner des conseils, mais généralement, comme je l'ai dit au début du podcast, en fait, c'est plutôt l'exemple qu'il faut donner. Il faut donner l'exemple plus que donner un conseil. Lorsqu'on donne un exemple, lorsqu'on montre l'exemple, on risque de mieux suivre que donner un conseil. Parce que, bon. Ceci dit, bon, j'ai quand même envie de demander à ce que tous les jeunes de l'ENISO puissent gagner leur temps, puissent profiter de leur temps pour, encore une fois, apprendre, pour l'apprentissage, dans le respect. L'apprentissage, c'est une condition sine qua non de réussite. Les étudiants de NISO ont une caractéristique qui est particulière et qui les fait réussir partout, là où ils vont. C'est leur ouverture, c'est leur flexibilité, c'est leur multidisciplinarité qu'ils ont. Mais ce n'est pas suffisant. C'est bien, c'est une chose extrêmement importante, mais il ne faut pas hésiter de continuer à apprendre des domaines, apprendre des matières, des notions, de la technologie, même si on ne le voit pas dans le cours, dans la formation, il ne faut pas hésiter de faire de l'apprentissage. Et cet apprentissage-là se transforme en rêve, et le rêve, par la suite, appuyé, basé sur le socle des connaissances, n'a pas un autre chemin que la réussite. Voilà. Merci encore une fois à M. Zuber pour sa présence. Je vous remercie, nos chers auditeurs, de nous avoir suivis pendant ce premier épisode. N'hésitez pas de partager, vous abonner et nous rejoindre pour de nouvelles conversations enrichissantes. À très bientôt et n'hésitez pas de nous rejoindre à ces parcours qui feront bouger le monde. Merci.